Ça y est, nous voilà à présent sur notre nouveau terrain. Les cartons sont en partie déballés et nous sommes installés dans notre maison. Alors la maison est parfaitement vivable en l'état, mais elle n'est en rien autonome. Il n'y a pas de récupération des eaux de pluie, pas de panneaux solaires, pas d'éoliennes. Bref, c'est la maison de Monsieur Tout-le-Monde, raccordée au réseau EDF et au réseau d'eau publique. Cette maison est sur un terrain de 3500 m² en lisière de forêt, avec 2 autres parcelles de même taille dans la forêt. Les anciens propriétaires ne cultivaient pas de potager et ils ont laissé la forêt gagner du terrain sur le jardin. Les arbres fruitiers en place depuis longtemps ont souffert de la concurrence à la lumière et les ronces ont déjà commencé leur travail de protection des jeunes arbres. On compte sélectionner les plus beaux spécimens, supprimer les taillis et faire du broyat et laisser un peu plus de lumière entrer sur la parcelle. Depuis qu'on est installé, les questions sont très nombreuses et ça nous occupe à plein temps. Faut-il s'occuper du jardin? Faut-il le débroussailler? Doit-on rechercher les points d'eau? Faut-il planter d'autres arbres dès à présent? Concernant la maison, est-ce qu'il vaut mieux installer les cuves de récupération d'eau de pluie en premier ou bien les panneaux solaires? Bref, il y a tellement de dossiers à gérer simultanément qu'on peut vite se faire un nœud au cerveau. Si on part du principe que la première année doit être consacrée à l'observation du terrain, il semble logique de plutôt s'occuper de la maison en priorité. Seulement pour commencer les travaux, c'est bien d'avoir un atelier. Et là pour le coup, mon atelier est loin d'être prêt. Pour l'instant, le seul endroit pour bricoler, c'est une cave sous la maison dont le sol et les murs ne sont pas tout à fait droits. Il faut donc en priorité préparer le sol de l'atelier pour recevoir les différents meubles qui ont suivi lors du déménagement. Il y a encore quelques jours, je ne savais pas trop de quoi vous parler. En gros, pas de jardinage possible, pas de bricolage non plus. Pour un jardineur, ça la fout mal. Pourtant, avec ma femme, on n'a pas une seconde pour flemmarder. C'est bien que l'on est déjà très engagé dans notre recherche d'autonomie. Alors, on aimerait vous proposer quelques actions faciles à mettre en place pour commencer à réduire votre consommation et à vous imprégner des conséquences d'une recherche d'autonomie. Les premières actions faciles à mettre en place pour économiser l'eau, par exemple, c'est déjà de collecter l'eau de pluie avec les moyens du bord. Il se trouve que les anciens propriétaires nous ont laissé de grandes poubelles en plastique. J'ai donc simplement fait en sorte que toutes les réserves se remplissent bien dès qu'il pleut. Le projet, bien entendu, c'est d'installer de grosses citernes en béton. Mais pour l'instant, on se contente de poubelles en plastique. Côté consommation d'eau, le premier poste dont il faut couper le robinet, ce sont les toilettes. Malheureusement, la maison est équipée de 2 toilettes à eau. Et on a donc commandé une toilette sèche à mettre en place de suite. Alors bien sûr, j'aurais pu la fabriquer, c'est pas si compliqué que ça. Mais comme j'ai pas d'atelier, on a jugé préférable de l'acheter prêt à l'emploi. Concernant les robinets, je n'ai pas encore non plus remis les réducteurs de pression dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, car c'est assez contraignant pour le remplissage du filtre d'air. Le temps d'observation du terrain et de la maison doit être mis à profit dès l'arrivée. En sélectionnant le terrain, on voyait sur le plan cadastral que l'eau passait sur la parcelle. Seulement, la réalité est bien autre chose. Là où on est censé trouver de l'eau, on a le droit à une ravine complètement envahie par la végétation. Alors on a commencé par nettoyer l'entrée de la ravine, seulement à mesure que l'on s'enfonce, on voit bien que la nature a repris ses droits. Notre idée autour de cette ravine, c'est d'attendre un orage et de voir ce qu'il en coule. C'est une source d'eau que l'on ne sait pas exploiter à ce jour. Mais les anciens, avant nous, savaient très bien le faire, car il reste des équipements comme cette petite cabane qui protégeait une pompe. Pour moi, l'eau est à portée de main sur le terrain, car il y a aussi ce genre de trou d'eau que l'on retrouve sur la parcelle et aussi dans la maison, enfin plus particulièrement dans les caves. Entre la large couverture pour collecter l'eau de pluie et les différents points d'eau sur le terrain, je pense qu'on devrait s'en sortir. Du côté électricité, c'est pas simple non plus de réduire la note quand rien n'a été pensé dans ce sens. La première démarche, c'est de trouver le point zéro du compteur. En gros, quand tout est éteint, selon vous, est-ce que le compteur continue à tourner? En faisant cette expérience, j'ai constaté que mon compteur continuait de consommer environ 50 voltampères. Petite parenthèse, le compteur Linky dont on a hérité affiche la consommation en voltampères et pas en watts. Alors je ne suis pas calé en électricité et je ne comprends pas encore bien la différence entre les voltampères et les watts. Bref, peu importe pour le moment, car j'ai trouvé les responsables. C'est le lave-vaisselle et le lave-linge. En fait, ils consomment de l'électricité même quand on ne les utilise pas. Du coup, pour l'instant, on joue avec les disjoncteurs
pour boucher les fuites. Et la nuit, on disjoncte tout. Alors la solution de tout disjoncter, c'est un peu radical, hein, je vous l'accorde. Seulement, le compteur Linky n'est pas loin de la chambre et on n'est pas très à l'aise avec cet appareil qui émet des ondes. Après la recherche des fuites, pour limiter la consommation, on a décidé de remplacer toutes les ampoules par des LED. La différence de consommation est vraiment flagrante quand on regarde la consommation en temps réel sur le compteur. Après l'eau et l'électricité, je voudrais vous parler des ressources que l'on a cherchées dès notre arrivée. Notre terrain est déjà très riche du fait des différentes essences d'arbres et de plantes présents. Seulement pour reprendre un peu la main sur la forêt, il faut de l'huile de coude et une solide couverture pour pas que ça repousse trop vite. À quelques kilomètres de la maison, on a une scierie qui nous permet de venir nous servir en sciure et en broyat de bois. Alors la sciure, c'est super pour les toilettes sèches. Avec 2 grandes poubelles, on doit pouvoir tenir un bon mois. Pour le broyat de bois, c'est plus difficile à exploiter car on n'a qu'une petite remorque et donc ça nous paraît pas très écologique d'aller faire des allers-retours à la scierie. On a bien aussi quelques coins à exploiter pour faire du paillage, mais c'est loin d'être suffisant. Voilà, après une journée d'effort à 2, la petite zone enherbée que l'on a recouvert de feuilles mortes déjà bien compostées. Il nous faut de l'artillerie plus lourde, je dirais, pour préparer des zones plus grandes. Seulement, quand on arrive dans une région que l'on ne connaît pas, eh bien, c'est pas si simple de trouver quelques balles de foin ou de paille. Après avoir questionné tous nos voisins, on a réussi à dénicher 3 balles. Dans notre nouvelle région, où l'agriculture est plus modeste, il semblerait que les paysans aient juste de quoi pour leur propre consommation de paille et de foin. Alors, je vais devoir continuer à creuser le sujet pour m'assurer suffisamment de paille ou de foin pour l'année prochaine. C'est une ressource sur laquelle on ne compte pas devenir autonome, car il y a des voisins très proches, qu'on ne connaît pas encore, mais avec qui on pourra sûrement se fournir. Voilà pour le moment ce que l'on a pu mettre en place en à peine 15 jours. Je vous dis à bientôt pour une multitude de sujets dont je ne connais pas encore le programme.